En 2025, un convoi libérien parcourt plus de 1000 km de poussière rouge pour atteindre Ouagadougou, capitale longtemps jugée sans avenir. Officiellement, il ne vient ni signer un traité ni réclamer de l'aide, mais rencontrer un jeune capitaine autrefois marginalisé, aujourd'hui figure centrale d'un Sahel en révolte silencieuse. Pourquoi un pays né du rêve américain, arrimé depuis un siècle au dollar, cherche-t-il soudain l'inspiration auprès d'Ibrahim Traoré au cœur du Sahel ? Si le Libéria se tourne vers le Burkina Faso plutôt que vers Washington, c'est que quelque chose se fissure dans l'ancien ordre du continent africain. La rencontre entre le Libéria et le Burkina Faso ne relevait pas d'un protocole discret, mais d'un basculement où une nation longtemps façonnée par Washington cherchait enfin un miroir africain. Comprendre cette bascule offre une clé stratégique pour lire l'avenir africain. Le Libéria, né du retour d'anciens esclaves et structuré à l'image des États-Unis, avait accumulé une dépendance si profonde qu'elle minait son économie, sa jeunesse et même sa confiance psychologique. Hôpitaux sans électricité, routes englouties par les pluies, nuits éclairées à la bougie à Monrovia. Les symptômes d'un pays vivant sous perfusion d'aide plutôt que de souveraineté. Et voilà que, contre toute attente, un convoi diplomatique quittait l'Atlantique pour rejoindre un pays autrefois invoqué comme zone d'échec. Pourquoi un tel renversement ? Parce qu'un exemple concret peut briser un siècle d'habitude. Le Burkina Faso montrait qu'un État sans littoral, pauvre en ressources et longtemps marginalisé, pouvait regagner ses territoires, reconstruire sa défense et rallumer la lumière de ses villages par ses propres moyens. Si un tel contraste devenait possible, alors l'axe Atlantique-Sahel pouvait redéfinir les priorités d'un continent entier. La première révélation surgit dès l'entrée du convoi libérien dans Ouagadougou. En moins de 2 ans, un pays autrefois qualifié de désespéré avait récupéré des zones entières autrefois tenues par des groupes armés. La seconde apparaît aussitôt. Un fonds patriotique, alimenté uniquement par les citoyens, avait déjà dépassé 600 millions de dollars, un chiffre inimaginable quelques saisons plus tôt. Ce double basculement obligeait à revoir toute la grille de lecture du Sahel. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'attendait plus les injonctions des bailleurs ni les missions d'experts venus d'ailleurs. Il produisait son énergie solaire, réorganisait sa défense, remettait les villages au centre des priorités et proposait pour la première fois un modèle où la souveraineté ne relevait plus du discours mais d'une pratique quotidienne. A l'inverse, le Libéria, malgré un siècle de proximité avec les États-Unis, était enlisé dans une dépendance structurelle. Infrastructures délabrées, monnaie arrimée au dollar, décisions stratégiques souvent observées à travers le prisme atlantique plutôt que continental. Ces contrastes ne tenaient pas seulement à l'économie ou à la sécurité, ils prenaient racine dans l'imaginaire. D'un côté, une jeunesse libérienne née dans la promesse d'un avenir américain, de l'autre, une jeunesse sahélienne convaincue par l'idée qu'aucune puissance extérieure ne viendrait sauver durablement leurs terres. Lorsque ces deux dynamiques se croisent, un champ magnétique politique apparaît, celui d'un continent qui cesse d'imiter pour commencer à s'observer lui-même. Le voyage libérien n'était donc ni protocolaire ni symbolique. Il représentait la première tentative réelle d'un pays historiquement tourné vers l'Atlantique pour comprendre comment un État enclavé, sans port et sans alliés traditionnels, avait réussi à inverser son destin. Et si les réponses se trouvaient non pas dans les capitales occidentales, mais dans les couloirs poussiéreux où le Sahel, guidé par Ibrahim Traoré, réapprenait à se tenir debout. Ce renversement silencieux devenait la clé de lecture d'une Afrique prête à écrire ailleurs ce qu'on lui avait longtemps dicté depuis l'extérieur. Pour saisir la portée du tournant engagé, il fallait suivre les trajectoires de ceux qui, sur le terrain, avaient vu leur quotidien bouleversé par deux modèles opposés. Au Libéria, la scène typique était celle d'un hôpital de Monrovia où les infirmières attendaient que les générateurs redémarrent pour relancer les perfusions. À quelques centaines de kilomètres plus au nord, un village sahélien, autrefois plongé chaque nuit dans l'obscurité totale, voyait désormais ses premières lampes solaires illuminer les stands des petits commerçants. Ces deux cas, presque anodins en apparence, traduisent pourtant une fracture profonde.
Le Liberia s'était habitué à un système où les solutions venaient d'ailleurs, où chaque panne semblait dépendre d'un bailleur, d'un programme ou d'un partenaire. Au contraire, le Burkina Faso, porté par l'élan impulsé par Ibrahim Traoré, faisait émerger un réflexe nouveau. Si les outils n'existent pas, il faut les construire soi-même. Cette logique se vérifiait dans les villages où les habitants contribuaient directement aux fonds locaux, dans les brigades communautaires réorganisées ou dans les coopératives d'énergie qui s'improvisaient ateliers de formation. Un autre exemple frappant venait des routes commerciales. Un marchand burkinabé, habitué à voir ses cargaisons bloquées à des postes étrangers, constatait pour la première fois que des discussions régionales rendaient possible une circulation plus autonome. Pendant ce temps, un jeune étudiant libérien se voyait confronté à une question simple mais décisive. Pourquoi un pays enclavé semblait progresser plus vite qu'un pays ouvert sur l'Atlantique ? À travers ces tranches de vie, un motif se dessinait. Les peuples cherchaient des repères africains, pas des modèles importés, et si ces premiers signes prenaient autant d'ampleur, c'est parce qu'ils révélaient une certitude partagée dans le silence des villages comme dans les capitales. Le changement commence là où l'on décide d'agir. Avant 2025, la trajectoire du Liberia paraissait figée. Après 2025, tout bascula en quelques mois, comme si un souffle venu du Sahel avait renversé un siècle d'habitude. Tout commence par un constat brutal. Malgré un héritage américain, des ports ouverts sur l'Atlantique et une monnaie adossée au dollar, le Liberia restait paralysé. Coupure d'électricité. Hôpitaux à l'arrêt. Classes surchauffées sous des toits de tôle. Routes englouties pendant les pluies. Jeunesse désœuvrée. Aide extérieure omniprésente. Dépendance totale. Puis un autre décor, au nord. Une capitale sahélienne, réputée instable, où un capitaine jeune, Ibrahim Traoré, avait forcé la réalité à changer. Des troupes étrangères quittent le pays. Les forces locales se reforment. Les villages isolés reprennent vie. Des panneaux solaires surgissent en du sable. Les premières lignes d'énergie se lèvent. Les communautés investissent. Un fonds patriotique dépasse les 600 millions. Ce contraste crée la première secousse. Au Liberia, les étudiants s'interrogent. Si le Burkina Faso peut se défendre, pourquoi pas nous ? Les discussions se multiplient dans les cafés. Les murmures deviennent débats. Les débats deviennent revendications. Puis vient l'événement déclencheur. L'ordre de mission annonçant qu'un convoi diplomatique libérien quitte Monrovia pour rejoindre Ouagadougou. Pas de tapis rouge, pas de presse, juste une décision, une rupture nette. Le trajet lui-même devient symbole. Plus de 200 km sur des routes poussiéreuses, longeant villages, postes frontaliers, étendues arides et dernières bandes d'herbe. Un pays façonné par l'Atlantique traverse le continent pour rencontrer un pays enclavé autrefois considéré comme sans horizon. Quand le convoi entre dans Ouagadougou, la ville semble retenir son souffle. Le ministre libérien contemple le drapeau burkinabé flottant dans la lumière dorée. Il murmure « Peut-être est-il temps de réapprendre la liberté ». La rencontre se déroule sans faste. Une salle modeste, un vieux ventilateur, du café noir dont la vapeur monte lentement. Ibrahim Traoré se lève. Poignée de main, regard direct, aucune diplomatie décorative. Juste deux hommes qui savent ce que la dépendance coûte à un peuple. Alors commence la suite. Le Liberia propose 4 ponts, 4 virages historiques. 1. Reconnaissance africaine à l'ONU grâce au soutien de l'AES. 2. Ouverture des ports de Monrovia, Buchanan et Greenville aux nations sahéliennes. 3. Création d'une conférence de sécurité dirigée uniquement par les Africains. 4. Projet d'une banque africaine indépendante financée par les ressources et la diaspora. Chaque proposition frappe comme un coup de tonnerre silencieux. Elles cassent un siècle de réflexes. Elles déplacent le centre de gravité. Elles affirment l'idée que l'Afrique peut être sa propre boussole. Le Sahel répond sans hésiter. Les discussions s'enchaînent, les regards s'accordent. Un corridor atlantique sahélien naît dans l'esprit des deux délégations. Dehors, le vent soulève la poussière rouge. Dedans, une idée prend racine. Un continent peut changer de direction quand un pays ose commencer. Avant la rencontre entre les deux délégations, un écart frappant séparait les trajectoires du Liberia et du Burkina Faso. Après cette rencontre, cet écart se transforma en véritable delta politique et psychologique. Le Liberia, doté de 3 ports maritimes et d'un accès naturel à l'Atlantique,
voyait pourtant l'essentiel de ses infrastructures paralysées. Le Burkina Faso, enclavé et dépourvu d'avantages comparables, démontrait sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré qu'un État pouvait inverser son destin par des mécanismes internes plutôt que par l'assistance extérieure. Le premier indicateur limpide concerne l'énergie. Un tiers de Monrovia tombait dans l'obscurité chaque nuit. Cette donnée résumait un effondrement structurel, car une capitale qui manque d'électricité manque de continuité économique et d'autonomie décisionnelle. Le contraste devenait encore plus net quand on observait l'autre rive du Sahel. Des villages burkinabés, autrefois plongés dans le noir, recevaient leur premier flux d'électricité grâce aux installations solaires communautaires. Un second indicateur, tout aussi parlant, vient du financement local. Le Fonds patriotique burkinabé a dépassé 600 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas un simple montant. Il démontre qu'un peuple peut redevenir son premier investisseur lorsque la confiance renaît. Le Libéria, en comparaison, dépendait encore largement de programmes d'aide et de décaissements internationaux dont les conditions ralentissaient toute réforme profonde. Un troisième indicateur éclaire le terrain démographique. Plus de 60% des Libériens ont moins de 25 ans. Cela signifie qu'une majorité de la population vit l'instabilité comme une fatalité et attend un horizon nouveau pour redéfinir son rôle dans la construction nationale. Ces trois chiffres, placés côte à côte, expliquaient l'intérêt soudain du Libéria pour le modèle sahélien. Le premier chiffre montrait la vulnérabilité énergétique, le second révélait la capacité d'autofinancement, et le troisième exposait l'urgence sociale derrière la quête de souveraineté. Il composait une équation simple mais puissante. Un pays au bord de la panne chronique cherchait à comprendre comment un autre pays, longtemps considéré comme affaibli, avait rallumé sa propre lumière. Dans les couloirs de la Réunion, les conseillers libériens le reconnaissaient entre eux. Notre dépendance coûte plus cher que notre pauvreté. Cette confession, rarement exprimée publiquement, traduisait un basculement interne majeur. Car si les chiffres révèlent des tendances, ce sont les décisions politiques qui les transforment en trajectoire. Et la trajectoire sahélienne incarnée par Ibrahim Traoré rendait visible une vérité souvent ignorée. La souveraineté ne se mesure pas seulement à ce qu'un pays possède, mais à ce qu'il décide de ne plus déléguer. Le Libéria comprit alors que le Sahel offrait non pas des miracles, mais des preuves tangibles qu'une nation peut redevenir maîtresse de ses ressources, de son énergie et de sa sécurité. Lorsque ces preuves passent du statut d'exception au statut de modèle, elles cessent d'être des statistiques pour devenir une feuille de route. Deux visions s'opposaient au moment où les délégations libériennes et sahéliennes entamaient leurs échanges. La première, défendue par une partie de l'élite libérienne, soutenait que l'alliance historique avec les États-Unis restait le seul cadre capable de garantir stabilité, capitaux et protection. Selon eux, tourner le regard vers le Sahel revenait à s'exposer à un modèle encore fragile, marqué par des défis sécuritaires persistants et une économie en reconstruction. Il rappelait que la dépendance énergétique, la pression démographique et les infrastructures en ruine ne pouvaient être résolues par la seule volonté politique. Cette position insistait sur un risque concret. Rompre avec l'ancien ordre pourrait isoler davantage un pays déjà vulnérable. La seconde vision, portée par la jeunesse libérienne et par les observateurs fascinés par la trajectoire burkinabé, affirmait qu'aucun modèle importé n'avait, en un siècle, créé de prospérité durable au Libéria. Les nuits plongées dans l'obscurité, les hôpitaux sans alimentation électrique stable, la dépendance envers les bailleurs étrangers et la stagnation économique démontraient que la stratégie atlantique avait atteint ses limites. À leurs yeux, l'exemple burkinabé avait fourni une preuve décisive. Un pays peut reprendre ses territoires, réorganiser sa défense, expulser les troupes étrangères et financer son propre développement, même sans port ni monnaie forte. L'émergence de nouvelles infrastructures solaires au Sahel renforçait cette conviction. Face à ces deux perspectives, l'analyse la plus solide s'appuyait sur les faits. Le Libéria disposait de 3 ports, d'un accès direct à l'Atlantique et d'une proximité historique avec Washington, mais n'avait pas résolu ses coupures massives d'électricité ni son chômage endémique. Le Burkina Faso, sans littoral, avait pourtant généré plus de 600 millions de dollars grâce à la contribution directe de ses citoyens, récupérer des régions auparavant perdues
et stimuler l'autonomie énergétique dans plusieurs villages. Ces données montraient un paradoxe difficile à ignorer. L'avantage structurel ne garantit pas la souveraineté, tandis que la volonté collective peut compenser l'absence d'atouts géographiques. Ainsi, le Stillman le plus robuste n'était pas celui qui défendait l'ordre ancien, mais celui qui reconnaissait une vérité mise en lumière sur le terrain. L'Afrique avance lorsqu'elle cesse d'attendre la permission d'agir. La bascule se révèle soudain. Ce moment précis, au milieu de la rencontre, éclaire ce que ni les discours ni les chiffres n'avaient réussi à formuler entièrement. Dans la petite salle où les conseillers s'étaient tus, le ministre libérien déposa sur la table un document bref, 4 propositions capables de relier l'Atlantique au Sahel sans passer par les circuits habituels. L'idée d'un corridor atlantique-sahélien, jusque-là inimaginable, apparaissait enfin sous une forme concrète. Ibrahim Traoré observa chaque ligne sans chercher les faits, comme si le projet relevait moins d'un accord que d'une évidence longtemps repoussée. Le Libéria offrirait l'accès à ces 3 ports. Le Sahel fournirait énergie, minéraux et produits agricoles. Les 2 régions construiraient ensemble une architecture de sécurité définie par des Africains. Cette révélation marquait un tournant. Pour la première fois, une nation côtière et une nation enclavée se considéraient comme 2 pièces d'un même système au lieu de 2 mondes séparés. Ce n'était plus une coopération technique, c'était une reconnexion intérieure. La pièce semblait soudain trop petite pour contenir l'ampleur du changement que cette idée portait. Alors, une question s'installa, plus forte que toutes les autres. Si 2 pays que tout opposait pouvaient s'accorder ainsi, qu'est-ce qui empêcherait le reste du continent d'en faire autant ? Les conséquences du rapprochement Libéria-Sahel ne se limitaient pas à une signature ou à une poignée de main. Elles redessinaient les dynamiques concrètes qui structuraient la vie de millions de personnes. 4 cercles principaux émergèrent. Les nations voisines, NN, les décideurs nationaux, DN, la diaspora africaine, ND, et les communautés villageoises, KAV. Pour les pays côtiers et sahéliens de la région, l'impact fut immédiat. Le corridor atlantique sahélien ouvrait une route commerciale nouvelle où l'or du Burkina Faso, l'uranium du Niger et le pétrole du Mali pouvaient atteindre la mer sans être filtrés par des ports étrangers. Cette perspective réduisait les coûts, renforçait les marges de négociation et redonnait une cohérence régionale longtemps fragmentée. Les capitales ouest-africaines observaient avec prudence, mais aussi avec curiosité, une alliance construite sur la complémentarité plutôt que sur l'imitation. Du côté libérien, les élites politiques se retrouvèrent face à une équation nouvelle. L'accès aux 3 ports du pays devenait un levier stratégique plutôt qu'un héritage historique. Les discussions autour de la création d'une banque africaine indépendante réorientaient les débats au Parlement. Fallait-il continuer à dépendre des institutions internationales ou tenter une souveraineté financière progressive ? La démarche du Sahel, impulsée par Ibrahim Traoré, montrait qu'un État pouvait remodeler sa politique intérieure en s'appuyant sur ses ressources et sa population. Au Libéria, cela bousculait les réflexes institutionnels, mais ouvrait aussi l'espace d'un nouveau consensus transpartisan. Le mouvement toucha rapidement les communautés africaines à l'étranger. Les annonces de coopération firent émerger une question simple. Si le Sahel pouvait lever plus de 600 millions de dollars auprès de ses citoyens, pourquoi la diaspora ne pourrait-elle pas jouer un rôle similaire pour le Libéria ? Des associations commencèrent spontanément à envisager des fonds mixtes destinés à soutenir l'énergie, l'éducation et l'agriculture. Dans plusieurs villes d'Europe, des groupes d'étudiants réexaminaient les contrats miniers africains en s'inspirant des pratiques sahéliennes. La fierté sahélienne devenait un signal pour la diaspora libérienne, prête à repenser son rapport à la contribution nationale. Dans les villages, l'impact était encore plus tangible. Les lampes solaires du Sahel venaient déjà des initiatives locales au Libéria, où des communautés cherchaient à reproduire les modèles d'autonomie énergétique. Les agriculteurs discutaient de nouveaux itinéraires possibles vers les ports. Les jeunes, jusque-là tournés vers l'émigration, se surprenaient à envisager des projets ancrés dans leur région. Pour eux, l'alliance n'était pas un accord géopolitique, c'était une chance de voir leurs efforts enfin connectés à une dynamique continentale.
Ainsi se dessinait la véritable portée du rapprochement, une transformation visible, non seulement dans les capitales, mais dans les villages, dans les réseaux de la diaspora, dans les parlements et dans les échanges régionaux. L'idée sahélienne, portée par Ibrahim Traoré, devenait une matrice d'action capable de remodeler la confiance africaine à toutes les échelles. Dans cette trajectoire médiane, le corridor atlantique sahélien progresse par étapes, porté par les équipes techniques du Libéria, du Burkina Faso et du Mali. Les ports libériens commencent à adapter leurs procédures afin de faciliter l'accès aux cargaisons sahéliennes, tandis que les ministères de l'énergie et du commerce harmonisent leurs premières feuilles de route. Les réunions conjointes se multiplient, mais sans annonce spectaculaire. Le rythme reste pragmatique, orienté vers la faisabilité. Les populations perçoivent des signaux modestes, quelques coopérations pilotes, des échanges universitaires, des premières formations liées à la logistique régionale, assez pour maintenir l'élan politique, mais pas encore pour bouleverser le quotidien. Ce scénario installe une dynamique durable, même si elle avance lentement. Dans la version optimiste, la simplicité des 4 propositions libériennes crée un effet d'entraînement inattendu. La diaspora soutient rapidement certains projets techniques, des partenaires régionaux rejoignent les rencontres préparatoires et le Libéria s'inspire ouvertement des pratiques sahéliennes pour lancer ses premiers fonds communautaires. Le Burkina Faso, fort de l'élan instauré sous Ibrahim Traoré, facilite la formation d'équipes mixtes pour concevoir un plan logistique intégré. Dans ce scénario, le corridor devient un symbole continental et renforce la coopération énergétique, minière et agricole. L'impact se diffuse dans les villages. Davantage de micro-projets locaux, plus de coordination transfrontalière et une réduction progressive des coûts de transport. Le mouvement gagne une visibilité africaine nouvelle. La trajectoire défavorable reste plausible. Pression extérieure, contraintes budgétaires et rivalités administratives peuvent ralentir l'ensemble. Les élites attachées à l'ancien ordre pourraient freiner la coopération, arguant de risques politiques ou économiques, de petits blocages logistiques, retards dans les audits de port, divergences réglementaires, débats internes sur la gouvernance, suffiraient à figer le projet pendant plusieurs mois. Dans ce scénario, la collaboration ne s'effondre pas, mais reste symbolique, cantonnée à des déclarations d'intention sans traduction concrète. On pourrait introduire ici une réflexion générale qui souligne que, entre ces 3 chemins, l'issue dépend souvent moins des obstacles que de la capacité collective à maintenir une vision cohérente. Un projet régional ne survit que si chaque pays comprend le rôle qu'il joue dans l'ensemble. Les répercussions du rapprochement entre le Libéria et le Sahel touchaient bien au-delà des institutions. Elles interrogeaient directement 3 sphères humaines. Les jeunes adultes, groupe A, les familles actives, groupe B, et les travailleurs enracinés dans leur communauté, groupe C. Pour cette génération née dans l'incertitude, l'idée d'un corridor reliant l'Atlantique au Sahel représentait une rupture psychologique majeure. Ils voyaient, pour la première fois, un pays voisin enclavé transformer ses limites en moteur collectif. Cette perspective redirigeait leurs ambitions. L'émigration n'apparaissait plus comme la seule voie possible, et l'idée de bâtir quelque chose chez soi gagnait du terrain. Un sentiment nouveau émergeait, celui d'appartenir à une Afrique capable de se répondre à elle-même. Les ménages engagés dans le commerce, l'agriculture ou les services observaient ce mouvement avec réalisme. L'accès potentiel à des marchés régionaux élargis ouvrait des possibilités concrètes pour écouler les produits, réduire les coûts de transport ou stabiliser les revenus. Sans promettre une transformation immédiate, cette alliance ramenait l'idée que la stabilité économique ne dépendait pas uniquement de programmes d'aide ou de décisions prises hors du continent. Ils percevaient une chance d'ancrer leurs efforts dans une dynamique régionale plus cohérente. Pour ceux dont le quotidien se joue dans les villages, les ports ou les chantiers locaux, la coopération Libéria-Sahel prenait une dimension très pratique. Elle évoquait la possibilité d'une énergie plus accessible, de formations techniques nouvelles, de routes plus sûres et d'une autonomie progressive dans les tâches essentielles. Même sans grand discours, ces populations reconnaissaient dans ce projet une voie pour renforcer leur dignité professionnelle. L'idée d'un continent capable de s'organiser sans médiation extérieure résonnait directement avec leur réalité. À mesure que ces 3 groupes
observer le tournant en cours, une conviction se dessinait. La souveraineté n'est pas un mot lointain, mais une expérience vécue au quotidien. Pour transformer l'alliance Libéria-Sahel en résultat mesurable, une feuille de route claire s'imposait. Elle devait définir qui agit, à quel rythme et selon quels indicateurs, sans ajouter d'éléments extérieurs au contexte existant. Les équipes libériennes et sahéliennes établissent un comité mixte chargé de cartographier les priorités énergétiques, logistiques et sécuritaires. La mesure clé repose sur la fréquence des réunions techniques et la capacité à harmoniser les procédures de port. Cette phase assure que les deux pays travaillent avec un cadre commun. Les ministères du Commerce, de l'Énergie et des Transports synchronisent leurs premières normes opérationnelles. Les indicateurs portant sur le nombre de protocoles alignés et sur la rapidité de circulation des informations entre les équipes. Sous l'élan inspiré par Ibrahim Traoré, cette étape garantit que les initiatives s'inscrivent dans une vision cohérente. Les villages libériens et sahéliens reproduisent des modèles locaux déjà testés. Contributions citoyennes, micro-projets énergétiques et actions conjointes entre commerçants. L'impact se mesure par la participation communautaire et par les premiers retours d'expérience sur la faisabilité du corridor. Cette étape traduit la volonté politique en action collective. Les ports libériens commencent à tester des flux pilotes destinés aux régions sahéliennes, tandis que les coopératives du Sahel préparent les chargements. La réussite dépend du nombre de rotations effectuées et de la stabilité des circuits administratifs. Les deux pays réévaluent les avancées, identifient les blocages et réorientent les ressources. La clé de cette étape tient à la capacité d'adapter le projet sans en diluer l'ambition. À travers ce parcours, une vérité persiste. Aucune transformation ne progresse sans discipline collective. Au moment où les délégations quittèrent la petite salle de réunion, l'image la plus forte ne venait ni des propositions, ni des promesses. Elle venait de cette table en bois modeste, la même simplicité évoquée dans les récits des villages sahéliens où les premières lampes solaires avaient changé les nuits. Ce rappel silencieux à la vie ordinaire liait Ouagadougou et Monrovia d'une manière inattendue, comme si les trajectoires de deux peuples se rejoignaient soudain au niveau le plus humain. Les conseillers libériens, habituellement habitués aux salles climatisées et aux couloirs formels, comprirent que la transformation ne naît pas forcément dans les capitales puissantes, mais dans ces lieux dépouillés où les décisions reflètent une fatigue accumulée et une volonté persistante. Dans ce décor simple, Ibrahim Traoré incarnait l'élan d'un continent décidé à réapprendre la souveraineté sans éclats inutiles, en laissant parler les gestes plutôt que les cérémonies. Le ministre libérien, avant de sortir, s'arrêta un instant pour observer la lumière dorée filtrée entre les stores usés. Peut-être y voyait-il le même horizon que ses commerçants et ses étudiants évoquaient plus tôt, ceux qui rêvaient d'une Afrique capable de se répondre à elle-même. La dignité commence par un choix. À cet instant, l'alliance n'était plus une rencontre diplomatique, mais la résonance d'un continent qui osait se regarder autrement. Lorsque le soleil se lève sur les dunes du Sahel et sur les côtes atlantiques du Libéria, une même idée circule désormais entre villages, ports et campus. L'Afrique peut renforcer ses choix lorsqu'elle refuse de les déléguer. Cette conviction ne dépend ni des gouvernements seuls ni des élites, mais de l'élan collectif de ceux qui vivent chaque jour les conséquences des décisions nationales. Le rapprochement entre le Libéria et le Sahel a rappelé qu'une transformation commence parfois par un simple geste. Écouter un voisin, réexaminer un réflexe ou reconnaître la valeur d'un modèle né sur le continent. À travers ces pas modestes, l'avenir cesse d'être abstrait pour devenir un espace que chacun peut contribuer à construire. Si ce récit vous inspire ou vous interroge, partagez-le, discutez-en, transmettez-le autour de vous. Les idées vivent davantage lorsqu'elles circulent à travers les voix, les débats et les expériences quotidiennes, pas lorsqu'elles restent enfermées dans un récit isolé.